Bien, tout le monde est là, on peut commencer. Bien. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mon invitation pour cette conférence de presse. Je suis donc le procureur de Dijon et je suis accompagné de Madame Magali Kaya, qui est la directrice interrégionale de la police judiciaire de Dijon. Pour commencer, je voudrais juste vous indiquer que nous allons vous donner un certain nombre d'informations et puis ensuite nous répondrons sur quelques minutes à un certain nombre de questions dans un temps qui sera nécessairement limité puisque nous avons encore beaucoup d'autres choses à faire. Mais nous prendrons le temps nécessaire. En préalable, je souhaiterais indiquer que les événements violents que Dijon a connus du vendredi 12 juin au soir au lundi 15 juin au soir ont frappé tous les esprits à un niveau national, voire international, mais évidemment particulièrement ceux des habitants de Dijon. Parce que même s'il existe à Dijon des quartiers dits difficiles, ce à quoi nous avons assisté était tout à fait imprévisible et heureusement totalement inhabituel. Ensuite, j'aimerais préciser que le procureur de la République que je suis ne peut être que choqué et préoccupé face à des affrontements communauté contre communauté sur fond de discrimination, voire de racisme. Le travail du procureur de la République, c'est l'application de la loi égale pour tous. La loi s'applique à tous, comme le rappelle la Déclaration des droits de l'homme de 89, s'applique à tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Quelle que soit l'origine sociale, géographique ou autre des personnes. S'il existe des infractions à la loi, mon équipe et moi faisons en sorte qu'elles soient traitées, qu'elles soient, quand c'est nécessaire, jugées, de la même façon, quels que soient les auteurs présumés. Et inversement, nous prenons en compte la situation des victimes de la même façon égale. Alors pour en venir plus précisément aux événements de ces derniers jours, l'origine de tout cela, ce sont, en l'état de l'enquête, des faits de violence sérieuse commis sur un jeune homme membre de la communauté dite, je vais prendre ce terme, dite tchétchène, dans la nuit du 9 au 10 juin 2020, par un groupe de personnes appartenant à la communauté désignée comme d'origine maghrébine. Et ce groupe est venu d'un établissement de nuit du centre-ville de Dijon, le Black Pearl, dont on a déjà parlé. Ce sont des violences qui ont été commises avec des armes de type batte de baseball. Un point important, il n'y a pas d'information initiale qui est fournie aux autorités sur cette agression, qui est une agression violente et sérieuse. Ces faits ne sont pas dénoncés à la police, il n'y a pas de plainte, et donc la police ne peut pas faire son travail d'enquête, et la police ne peut notamment pas rechercher et interpeller les auteurs. J'indique d'ailleurs que ces faits d'agression initiale font désormais partie de l'enquête, et les auteurs sont et seront recherchés. À partir de cette agression initiale, différents appels sur les réseaux sociaux vont intervenir pour une sorte d'opération de vengeance et d'expédition punitive. Et nous arrivons à la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin, au cours de laquelle on assiste à un regroupement d'une centaine de personnes dites d'origine tchétchène devant le Black Pearl, venant de différentes villes de France, armés de barres de fer, de bâtons, de battes de baseball, et qui sont masqués.
Ils pénètrent dans le Black Pearl pour certains d'entre eux et ils commettent des dégâts importants dans l'établissement, outre des violences sur les personnes qui sont présentes. Il y a 4 victimes physiques avec des incapacités totales de travail qui font de 7 à 42 jours, c'est-à-dire des blessures importantes. La police est appelée, intervient, reprend la maîtrise de la situation avec l'utilisation du reste de gaz lacrymogène, mais compte tenu des circonstances, pas d'interpellation possible. Par la suite, un convoi de personnes dites d'origine tchétchène se déplace à Quetigny, puis dans le quartier des Grésy, qui est un quartier de Dijon. Quartier des Grésy, où ils vont s'en prendre à diverses victimes selon leur origine supposée, avec des armes de type bâton, batte de baseball. Je note qu'il n'y a pas d'armes à feu qui sont utilisées à ce stade. Dans le cadre de ces violences qui sont commises dans le quartier des Grésilles, donc toujours dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin, on identifie à l'heure actuelle 9 victimes avec des ITT de 0 à 30 jours. Là encore, il n'y a pas d'interpellation. Ces violences ont été commises hors de la vue des policiers et des caméras de surveillance, semble-t-il. On en arrive ensuite à la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin 2020. 50 personnes dites d'origine tchétchène reviennent à Dijon, selon leur dire, pour discuter, apaiser ou trouver une éventuelle porte de sortie. En réalité, hors de la vue des caméras de surveillance et des policiers, il y a eu quelques violences commises sur des personnes de Dijon en raison de leur origine supposée, là encore. Plus tard, vers 23h10, ce groupe de 50 personnes dites d'origine tchétchène se regroupe rue d'York, à toute proximité du quartier des Grésilles, puis quitte les lieux. Très précisément à 23h25, dans la même rue d'York, des individus arrivent à bord d'un véhicule Clio RS et font feu avec une arme de poing et une arme longue. Le véhicule et les coups de feu intervenant à toute proximité d'une pizzeria qui est rue d'York. Il y a peut-être à cet instant-là des échanges de tirs. Toujours est-il que la Clio RS quitte les lieux très rapidement. Elle sera d'ailleurs retrouvée peu de temps après, entièrement calcinée dans un village non loin de Dijon. Malheureusement, on déplore une victime de Dijon, âgée de 30 ans. Une balle lui a traversé le dos et elle a en l'état 30 jours d'ITT, d'incapacité temporaire totale. Et sur place, les constatations faites par les services de police permettront de retrouver 26 étuis de munitions. Sur ces faits de tentative d'homicide volontaire, je souligne que les personnes qui sont mises en examen ce jour, et dont je vais vous parler dans quelques instants, qui sont mises en examen ce jour au tribunal, ne le sont pas pour ces faits de tentative de meurtre. Il n'y a pas d'éléments à leur encontre sur cette fusillade. Et l'enquête se poursuit évidemment de manière très active pour identifier le ou les auteurs du tir qui a entraîné ces blessures importantes. Troisième épisode, la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin, à la suite de nouveaux appels, semble-t-il, sur les réseaux sociaux, environ une centaine de véhicules et 170 personnes dites d'origine tchétchène se rassemblent dans un premier temps à l'extérieur de Dijon sur un parking. Le convoi se dirige ensuite sur la place de l'ancien marché du quartier des Grésilles. Et là, il y a les hommes masqués, cagoulés, gantés, armés de barres de fer, de bâtons, de battes de baseball. J'indique qu'il n'y a pas d'armes à feu qui sont exhibées à ce moment-là. On a au moins une victime qui s'est manifestée et qui indique au cours de l'enquête qu'elle a été frappée à proximité de cet endroit-là
en raison de son origine apparente. Et on a un témoin aussi qui a pu être entendu et qui indique qu'il a été pris à partie, mais qu'il ne lui est rien arrivé parce qu'il était, entre guillemets, français. Durant ce rassemblement, sur la place de l'Ancien Marché, on voit sur des images, dont certaines sont très marquantes, et vous les avez certainement vues, un épisode d'accident. J'indique que les éléments que je vous donne sont issus des vidéos de la ville et il peut y avoir des différences avec ce que la police a pu récupérer sur les réseaux sociaux. Nous exploitons évidemment toutes les vidéos, mais les éléments les plus objectifs étant les caméras de la ville, puisque ce sont des images qui sont parfaitement objectives. Et donc sur ces images, on voit un véhicule Peugeot 307 qui fait un premier passage à proximité du rassemblement. Il essuie un jet de pierre. On le voit revenir quelques instants plus tard, circulant à très vive allure. Et il semble foncer en direction des personnes rassemblées, et donc, si vous avez bien compris, dites d'origine tchétchène. Il semble foncer dans leur direction. Et là, le conducteur perd le contrôle de son véhicule, en raison notamment de la vitesse, et il fait des tonneaux. J'indique que le conducteur était en état d'ivresse et qu'il a été gravement blessé à la suite de cet accident notamment, et il présente 90 jours d'ITT. La police et les secours interviennent, il est transporté à l'hôpital. Concernant ces faits, une autre enquête distincte est en cours pour déterminer les circonstances et les responsabilités de ce fait impressionnant. Et si vous le voulez bien, je n'en parlerai pas plus parce qu'il y a une priorité à l'enquête. Par la suite, le groupe de personnes dites d'origine tchétchène déambule dans les rues des Grésilles. Dans un dernier temps, ils se regroupent sur le parking du Zénith, de la salle de spectacle du Zénith de Dijon, et ils partent de l'agglomération dijonnaise. Quatrième série de faits graves, les faits qui se produisent l'après-midi et la nuit du lundi 14 au mardi 15 juin 2020. Ce sont des événements violents de type émeute urbaine qui se sont produits tant dans le quartier des Grésilles de Dijon que plus tard dans la ville de Chenôve. De nombreuses dégradations, dont certaines par incendie, ont notamment été commises. De nombreuses images très marquantes de personnes brandissant des armes à feu, réelles ou factices d'ailleurs, réelles ou factices. Certaines images diffusées, j'indique que certaines images diffusées ne correspondent à l'évidence pas à ces événements et ont été prises dans d'autres villes. Donc il peut y avoir comme présentées issues de ces événements des images qui en réalité ne le sont pas. Par exemple, les enquêteurs ont pu vérifier que sur certaines images où on voyait des gens brandissant des armes à feu soi-disant ce soir-là, ce n'étaient pas des poubelles de la ville de Dijon. Donc c'était nécessairement quelque chose qui avait été pris à d'autres occasions. Quoi qu'il en soit, sur ces faits, plusieurs enquêtes sont actuellement activement en cours également pour les diverses infractions commises à ces occasions. Et là encore, je n'en parlerai pas plus car la priorité, vous le comprendrez, j'en suis persuadé, est justement à l'aboutissement de ces enquêtes. Pour les faits des 3 premiers jours, on déplore de nombreuses victimes, en particulier des blessés physiques. À ce jour, nous dénombrons 20 victimes physiques identifiées, dont certaines gravement blessées. Je pense notamment à la victime du coup de feu, et je pense notamment à l'auteur, la victime de l'accident dont j'ai parlé tout à l'heure. 20 victimes physiques identifiées. J'ai évidemment une pensée pour ce qu'elles ont subi à la fois physiquement et dans le traumatisme que de tels faits peuvent représenter. Elles auront d'ailleurs évidemment la possibilité de se constituer partie civile dans le cadre des procédures pour faire valoir leurs droits. J'ai du reste demandé à l'association France Victimes 21 d'intervenir spécifiquement auprès de chacune d'elles et très opportunément, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en œuvre qui permette notamment l'écoute.
Sur l'enquête, dès la nuit du vendredi au samedi, le parquet de Dijon a confié une enquête conjointement à la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon et à la sûreté urbaine de la direction départementale de la sécurité publique de Dijon. Et depuis le 15 juin 2020, nous avons également saisi le directeur central de la police judiciaire de manière à pouvoir s'assurer du concours des différents offices centraux de la police judiciaire. Et c'est dans le cadre de cette enquête que 6 personnes ont été interpellées dès le jeudi 18 juin 2020 au petit matin dans différents points du territoire. Cette opération, il s'agissait d'entendre les premières personnes identifiées qui avaient manifestement pris une part active dans le déroulement des événements et de continuer à bien comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi et par qui précisément. Au cours de ces opérations d'interpellation, les perquisitions n'ont pas permis de découvrir d'armes réelles. Elles ont permis en revanche de découvrir 2 armes factices de type airsoft, 2 600 € et 12 000 € en liquide dans 2 endroits différents, une barre de fer dans un coffre de voiture et une grenade lacrymogène. Au cours des gardes à vue et des auditions qui ont été faites de ces 6 personnes, 2 personnes ont été mises hors de cause au cours des gardes à vue et ont donc été remises en liberté. Et on en aboutit à aujourd'hui, ce matin, le parquet de Dijon a ouvert une information judiciaire qui sera à terme confiée à 2 magistrats instructeurs en cosaisine. 4 hommes ont été présentés ce matin tôt au tribunal et le parquet a requis leur mise en examen pour différentes infractions que je vais vous indiquer. Juste en préalable, je voudrais vous indiquer que, et c'est important du point de vue des principes, chaque personne qui sera mise en examen et qui sera impliquée dans ce dossier répondra naturellement de sa propre responsabilité et seulement de sa propre responsabilité. Je rappelle ensuite qu'une mise en examen n'est qu'un premier stade de la procédure et que les personnes mises en examen bénéficient de la présomption d'innocence. Du reste, globalement, si les personnes qui sont mises en examen ou en cours de mise en examen au moment où je vous parle encore reconnaissent avoir été présentes pour tout ou partie des événements, elles contestent globalement avoir commis personnellement des violences ou des dégradations. Dans le détail, il s'agit dans un premier temps d'un homme de 23 ans, de nationalité russe, ayant le statut de réfugié, qui n'a jamais été condamné et qui demeure à Saint-Étienne, dans la Loire. Le parquet a demandé sa mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement, violence aggravée au pluriel par 3 circonstances, la présence d'armes, la réunion de plusieurs auteurs et des violences commises en raison de l'appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation ou une prétendue race. 4e chef de mise en examen demandé par le parquet, des dégradations aggravées. Et mon parquet a requis le placement en détention provisoire de cette personne. Deuxièmement, un homme de 29 ans, de nationalité russe, ayant une carte de résident, jamais condamné, demeurant à Troyes, dans l'Aube. Lui aussi, nous avons demandé sa mise en examen pour association de malfaiteurs, même infraction que tout à l'heure, association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits de 10 ans, punis de 10 ans d'emprisonnement, participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou dégradations, violence aggravée par les mêmes 3 circonstances, dont notamment l'appartenance vraie ou supposée des victimes à une ethnie, une nation ou une prétendue race, dégradation aggravée également. Et pour lui aussi, mon parquet a requis son placement en détention provisoire. Troisièmement, un homme de 53 ans, de nationalité russe,
ayant le statut de réfugié, jamais condamné, demeurant à Dole dans le Jura. Pour lui, mon parquet a demandé et il a été mis en examen, lui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement, participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradation. C'est donc seulement 2 chefs de mis en examen. Nous avons requis son placement en détention et il a été incarcéré à l'heure où je vous parle. 4e et dernière personne, un homme de 41 ans, né en Russie, mais de nationalité française, jamais condamné, mais sous contrôle judiciaire, habitant à Dijon. Nous avons sollicité du juge d'instruction qu'il soit mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement, participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradation, donc lui aussi seulement 2 chefs de mis en examen. Il a été, à l'heure où je vous parle, mis en examen par le juge d'instruction et le juge d'instruction a saisi, conformément à nos réquisitions, le juge des libertés et de la détention. La décision est en cours de délibérer, semble-t-il. J'indique, dernière chose, que pour ces faits de nature délictuelle, la peine encourue la plus grave, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la peine encourue la plus grave est de 10 ans d'emprisonnement, peine maximum. Pour la suite, l'enquête va évidemment se poursuivre activement avec, comme ça a été le cas dans les premiers jours, une particulière détermination. Sur commission rogatoire, sous l'autorité des juges d'instruction, de manière à continuer à identifier et interpeller les auteurs présumés des faits et notamment identifier et interpeller les auteurs présumés des violences initiales sur la victime, dite d'origine tchétchène, fait, encore une fois, qui, vous l'avez compris, n'avait pas fait l'objet d'une plainte initiale. Et puis, par ailleurs, vous l'avez sans doute compris, il y a encore beaucoup d'autres enquêtes qui sont en cours, en flagrance, pour lesquelles un juge d'instruction n'est pas encore saisi. Pour terminer, je voudrais indiquer que ces faits très marquants nous conduisent évidemment à la mise en place immédiate d'une politique pénale renforcée en matière de lutte contre les détentions et les trafics d'armes. Outre donc ces multiples enquêtes en cours dont je vous parle, et l'information judiciaire qui a été ouverte aujourd'hui, il y a et il y aura une coordination encore plus forte entre l'autorité préfectorale pour la police administrative, la sécurité publique et la prévention des infractions et les services du procureur de Dijon pour la recherche et la prévention des infractions dans leurs composantes judiciaires. Une coordination justement à la recherche des différents trafics d'armes et de stupéfiants, les deux étant souvent liés. Et puis par ailleurs, je suis en train de mettre en place un plan local d'action judiciaire et de politique pénale renforcée en matière d'armes. Je n'ai pris la parole que ce soir, car notre priorité immédiate, et je pense que vous pourrez le comprendre, a été la conduite efficace de l'enquête. Nous nous sommes, moi et mes équipes, aux côtés notamment des enquêteurs, pleinement mobilisés sur cette direction d'enquête. Les présentations de ce jour et l'ouverture d'informations judiciaires constituent évidemment une étape importante qui justifie ma prise de parole. Je voudrais quand même saluer l'engagement et le travail considérable qui a été, est encore, au moment où je vous parle, et sera fait tant par la DIPJ, dont les enquêteurs, je voudrais que vous en ayez conscience, ont travaillé sans relâche et quasi sans interruption depuis leur saisine de vendredi soir. Tant donc les enquêteurs de la DIPJ que ceux de la Direction départementale de la sécurité publique de Dijon qui sont dans la même mobilisation. Et j'inclus aussi dans cet hommage mes équipes. J'ai actuellement, aujourd'hui, c'est un peu inhabituel, outre moi, pas moins de 3 collègues qui sont mobilisés du parquet, qui sont mobilisés. Je suis persuadé que l'intervention judiciaire permettra de prendre le pas sur la logique d'affrontement dit communautaire, pour que les conflits et les infractions commis
ne se règle pas à coup d'expéditions punitives, mais par l'application de la loi républicaine, par la justice et dans l'enceinte d'un tribunal. Voilà, je vous remercie et je vais passer tout de suite la parole à Madame la directrice. Excusez-moi, est-ce qu'au niveau des micros, on peut faire quelque chose? On peut faire un break si vous le souhaitez. Mesdames, Messieurs, comme vous l'aurez compris, au vu des faits soudains, violents, rapprochés et en partie exogènes auxquels les services de police dijonnais ont fait face depuis vendredi soir, il a fallu employer au niveau de l'enquête, évidemment, une énergie pour décrypter ce qui se passait. Compte tenu de la participation d'individus venus d'autres points du territoire, il est apparu indispensable que l'activation du maillage national des services de la police nationale soit activée, et notamment, particulièrement, celui de la direction centrale de la police judiciaire. Aussi, à compter du tout début de semaine, il y a plusieurs dizaines d'enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qui sont venus sur Dijon, aux côtés des enquêteurs des services d'investigation de Dijon déjà employés depuis plusieurs nuits et plusieurs journées. Il y a en parallèle, comme vous l'a indiqué, Monsieur le procureur, un travail parallèle de décryptage des supports vidéo qui ont servi au relais de l'ensemble de ces événements, qui a été enclenché, qui n'est pas encore terminé, mais qui apporte déjà un certain nombre de résultats. Puisque, comme vous l'aurez compris, pour un service de police, c'est important le visuel. Donc ça fait partie d'un des supports sur lesquels on peut travailler. Donc là, il y a des supports vidéo de la mairie, mais il y a aussi beaucoup d'autres supports qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. Donc, encore faut-il établir leur provenance et leur solidité en termes de vérité. Donc, tout ça est en cours. À partir du moment où le décryptage a pu être fait, au vu d'un certain nombre d'auditions, au vu des actes traditionnels d'enquête de police judiciaire que vous connaissez, décision a été prise de procéder à une vague d'interpellation dès le jeudi matin. Sur cette matinée du jeudi, l'engagement des effectifs de la police nationale et de la police judiciaire en particulier s'est déployé sur Dijon, Strasbourg, Dole, Troyes, Saint-Étienne. À cette occasion, les effectifs de la BRI nationale, ceux de la BRI Dijon, Lyon, Strasbourg, ainsi que le RAID ont été employés pour les opérations de ce matin. Ils ont conduit, comme vous l'a indiqué Monsieur le procureur de la République, à 6 interpellations et 6 mesures de garde à vue. Je ne reviens pas sur les résultats des opérations et sur la suite judiciaire qui intervient notamment aujourd'hui. Ce que je voulais peut-être noter auprès de vous, en termes d'éléments de contexte qu'on a pu dégager au cours de ce début d'enquête qui a été, comme vous l'aurez compris, très intense. À ce stade, et qui a porté sur l'enchaînement de ces événements, c'était tout d'abord la difficulté d'établir le lien avec les victimes. Ce n'est pas quand même courant dans le cas d'une enquête. Et donc, il convient quand même très factuellement de souligner qu'il n'y a pas eu d'appel de déclaration au service de police. Je parle des violences évidemment originelles à cet enchaînement d'événements délictueux et criminels. Il n'y a pas eu de venue spontanée au service de police. Et l'enquête, finalement, a dû à un moment passer par le fait d'aller chercher les victimes pour les entendre. Le deuxième point de contexte, et Monsieur le procureur l'a souligné, et c'est quelque chose de notable, c'est que l'enchaînement des phénomènes délictueux, des événements délictueux du vendredi, du samedi, du dimanche, et je dirais de part et d'autre, met à jour des violences qui ont été commises en raison des origines apparentes
des victimes. Encore une fois, qu'elles soient de part et d'autre. Les victimes entendues ont toutes relayé une origine de propos racistes à leur égard. Et j'insiste, ce sont des propos racistes qui ont été dispensés de part et d'autre, mais réellement vivement prononcés. En termes de prospective, l'énergie des services d'enquête continue évidemment à s'attacher à élucider et à identifier les auteurs des violences originelles, des dégradations qui ont été commises au sein du Black Pearl, puisque vous l'aurez compris, aujourd'hui, on a une partie, mais non des moindres, des auteurs, enfin des personnes issues de la communauté tchétchène qui ont été présentes sur les 2-3 premiers soirs. S'attachera également à identifier les auteurs, évidemment, de la tentative d'homicide volontaire de la nuit du samedi au dimanche. Elle s'attachera aussi à décrypter les raisons profondes qui peuvent avoir conduit à cet enchaînement d'actes délictueux et criminels, et pour partie d'ailleurs à la dissimulation d'un certain nombre d'entre eux. La police judiciaire tout particulièrement, concernant le pan de mise en cause qui pourrait être dégagé du côté de la communauté tchétchène, verra s'il y a un lien possible avec une expression de la criminalité organisée, si ce lien peut être à un moment établi. Ce qui, en l'état du dossier, n'est pas le cas. Mais la perspective de l'enquête, fort logiquement, s'intéressera à la raison de la disproportion de la réponse qu'on a vue le vendredi soir. Voilà pour moi. Donc, nous vous proposons de répondre à quelques questions sur environ 5 minutes. Nous sommes à votre disposition. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, il y a une personne qui est placée en détention provisoire, une autre c'est en cours, et les deux autres, on attend aussi ou... Un débat contradictoire est en cours. Et les deux autres sont en cours de mise en examen par le juge d'instruction et passeront ultérieurement en débat contradictoire devant le JLD pour statuer sur leur éventuel placement en détention provisoire. D'accord, donc on le saura dans la soirée, oui. C'est ça? D'accord. Et pour revenir à l'origine, aux violences qui n'ont jamais été déclarées auprès des services de police, pour y voir plus clair, parce qu'on nous parle d'un adolescent de 16 ans, ensuite d'un autre de 19 ans. Il y a combien de victimes, en fait, ce soir-là, ce mercredi soir? Il n'y en a qu'une seule, il y en a plusieurs, elles ont quel âge? Enfin, parce que c'est pas très clair. Depuis cette semaine, ça va un peu dans tous les sens. Donc on sait, vous pour vous aussi, j'imagine. Mais les choses sont en train de se clarifier. Il y a 2 victimes physiques. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans le détail parce que là encore, ce sont des faits qui ne sont pas totalement élucidés et dont nous recherchons les auteurs. Et donc, là encore, priorité à l'enquête, je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est une enquête compliquée. Pourquoi 2 juges d'instruction ont été saisis? Parce que c'est une enquête compliquée, parce que c'est une enquête qui est d'une ampleur en termes d'auteurs potentiels et de nombre de faits commis un peu exceptionnel, et que possiblement, si nous arrivons à faire aussi bien le travail que nous avons commencé à le faire, nous devrions arriver à un nombre de mises en examen relativement conséquent. Et donc c'est une possibilité qu'offre le Code de procédure pénale dans des dossiers d'une particulière complexité de saisir 2 juges d'instruction qui pourront travailler en collaboration. Étiez-vous au courant de la note alarmiste des renseignements territoriaux évoquant une possible expédition punitive à Dijon, note émise le 12 juin? Les notes des renseignements territoriaux ne sont pas communiquées au procureur et il est impossible pour moi de faire le moindre commentaire sur ce sujet. Madame Kaya, peut-être un commentaire? Ce n'est pas le cas non plus puisque Madame Kaya est directrice de la police judiciaire. One question from Norwegian TV. You can respond in French. Okay. It's a question in English, I'm sorry.
are you investigating into the possible connection with drug gangs here in Dijon for the origin of the violence, and also about criminal activity records among the Chechens that came to Dijon? C'est un peu ce que a évoqué Madame la directrice à l'instant. Nous sommes au tout début de l'enquête. Classiquement, dans une enquête et dans une information judiciaire, plusieurs hypothèses sont émises. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, tout au début, on évoquait assez fortement une question de trafic de drogue. Pour l'instant, l'origine ne semble pas être un trafic de drogue, mais les connexions avec un éventuel trafic ou des activités de nature de criminalité organisée ne sont pas complètement écartées. Du reste, j'indique que je suis activement en connexion, nous sommes activement en dialogue quasi quotidien et parfois plusieurs fois par jour, et nous échangeons des pièces avec une autre juridiction qui est la juridiction interrégionale spécialisée dans la criminalité organisée, avec mon collègue, le procureur de Nancy. Nous avons beaucoup échangé, justement parce que s'il y a des éléments de type criminalité organisée, ils relèveront, en tout cas il faudra voir s'ils relèvent de l'enquête initiale ou plutôt d'une enquête de la juridiction interrégionale spécialisée. Mais c'est évidemment quelque chose auquel nous avons une attention particulière. Peut-être une dernière question ? La personne interpellée à Troyes, M. Gazat S, serait-il à l'origine de l'appel sur les réseaux sociaux à la mobilisation de la communauté tchétchène? Là encore, priorité à l'enquête. Je ne souhaite pas répondre à cette question. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, peut-être, si c'est nécessaire, nous aurons l'occasion d'organiser un nouveau point de presse au sujet de ce dossier.